Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'ingénierie. Donc c'est le deuxième rendez-vous de l'ingénierie qui est organisé par Syntec Ingénierie, Et tous les mois, ça permet des étudiants de découvrir ou de redécouvrir ce qu'est l'ingénierie au travers de projets présentés par nos ambassadeurs. Pour être sûr que tout le monde m'entend, est-ce que vous pourriez lever des petits pouces? Ben voilà, j'ai l'impression que euh, les personnes dans les gradins donc, bien entendu, voilà, un petit like ou un petit pouce. Que je sois sûr de ne pas parler dans le vide. Alors moi je suis Clément Yass et j'anime donc ces rendez-vous d'ingénierie. Et aujourd'hui sur scène, nous avons Antoine d'Expléo, Jean-François d'Equium et Thierno de Supmica. Avant de les laisser vous présenter, je vais laisser la parole à Anas de Playsmith qui va nous expliquer en quelques mots comment fonctionne la plateforme. Alors Anas du coup, qui vient de partir. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais en attendant laisser donc, nos invités se présenter, puis Anas s'ajoutera un mot tout à l'heure. Antoine, si vous voulez bien vous présenter. Ouais. Alors du coup, moi c'est Antoine Mondillon, j'ai 24 ans. Du coup, je suis un ingénieur en électronique pour Expleo et je suis tout fraîchement diplômé. Moi, j'ai été diplômé en 2019. Et du coup, je vais vous parler dans ce rendez-vous de mon expérience sur le projet BCI de Cleanatech. Vous avez fait quelle école, Antoine? Et du coup, moi j'ai fait l'école d'ingénieur Polytech Grenoble. Ok. Voilà. Et pour la filière, c'était informatique et électronique des systèmes embarqués. Merci Antoine. Jean-François, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, donc Jean-François Boyer. Bon, je suis un petit peu plus vieux, expérimenté qu'Antoine. Euh, je suis responsable du service robotique de laboratoire chez Equium. Equium, c'est une société d'ingénierie du corps d'État. Et donc, moi, je suis responsable de cette division robotique de laboratoire. Vous avez quel parcours d'études? Alors, j'ai un parcours assez particulier avec plusieurs diplômes. Et le dernier, c'est un diplôme d'ingénieur en automatisme au CNAM. Et j'ai fait mes études à l'école centrale et puis de Lyon et à l'INSA de Lyon. Ok. Merci Jean-François. Tierno, je vous laisse vous présenter aussi, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Tierno Diallo, je suis maître de conférence à SUFMECA, où j'enseigne différentes matières portant sur la conception et le pilotage des systèmes de production. J'ai aussi des activités de recherche qui portent sur des méthodes de diagnostic à base de données, la conception et le pilotage des systèmes de production flexibles et reconfigurables. Merci Tierno. Et Anas qui est revenu. Donc Anas, si tu peux nous expliquer, en tout cas expliquer aux personnes qui sont dans les gradins comment fonctionne la plateforme. Donc, c'est assez simple. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Anas Samizien, je suis le cofondateur de Platesmith. Et l'idée, c'est juste de vous expliquer que là, vous êtes dans les gradins, vous êtes en train de regarder un streaming. Donc, votre micro et votre caméra, ils ne sont pas ouverts, ne vous inquiétez pas. En toute confiance, vous pouvez envoyer des messages, et surtout pour que l'événement soit animé. N'hésitez pas à nous envoyer des pouces si vous nous entendez. Et, une avalanche de pouces pour montrer un peu l'ambiance sur ce rendez-vous qui est souvent assez convivial. Donc, n'hésitez pas et posez vos questions surtout. Et bon événement. En tout cas, moi, je vais m'éclipser un petit peu et je vous laisse Clément. Merci. Merci Anas. On va tout de suite commencer par le projet d'Antoine. Donc Antoine, vous êtes sur un projet d'exosquelette. Ouais. Avant de rentrer dans le détail dans le projet d'exosquelette, est-ce que la robotique c'était déjà votre dada, ce qui vous intéressait avant d'intégrer Expleo et ce projet? Alors du coup, moi pour commencer, donc par rapport à la robotique, donc moi j'ai fait une filière informatique et électronique des systèmes embarqués, donc c'est pas une spécialité vraiment sur la robotique, parce qu'en fait la robotique
ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe, il y a une composante d'électronique, il y a de l'informatique et il y a aussi de la mécanique. Donc moi, il faut bien faire la distinction à propos de mon métier, c'est que moi, je suis ingénieur électronique. C'est juste que dans le projet sur lequel j'ai travaillé à Clinatech, il y avait un exosquelette et du coup, moi, je travaillais sur un élément qu'on venait installer sur l'exosquelette. Il faut savoir aussi que vous avez intégré un club de robotique dans votre école. C'est que vous aviez déjà peut-être une appétence pour ce sujet. Alors oui, effectivement, à Polytech Grenoble, il y a un petit club de robotique qui avait été fondé il y a quelques années. Donc c'est un club de robotique où les étudiants ils se regroupent dans une petite salle qui est mise à disposition par l'école, où il y a un peu de matériel et de la place justement pour travailler sur des projets de robotique. Et du coup, donc moi j'y ai pas participé personnellement, mais j'avais des amis de promo qui ont participé à pas mal de projets de conception robotique. Notamment, il y avait un partenariat entre Polytech et des universités au Brésil. Et donc, il y avait des projets de robotique où les étudiants ils allaient faire des compétitions internationales de robotique au Brésil. Et parmi ces projets de robotique, il y avait des projets plutôt intéressants comme des robots suiveurs de ligne, des robots sumo. Il y avait un projet sur un drone également. Et au sein de l'école, il y a aussi des divers projets sur la robotique, et notamment, je me souviens que j'avais un collègue qui avait un projet où il s'agissait de développer un peu la robotique dans les écoles, et du coup, il passait dans des écoles pour que par exemple, des enfants se familiarisent avec ce domaine-là. Alors effectivement, quand on dit robotique, on pense à des roboticiens. Donc vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous n'êtes pas roboticien. Donc en quoi consiste voilà, vous êtes plutôt électronicien si je me trompe pas. Ouais. Du coup, oui, il faut bien faire la distinction, hein, parce que du coup, là où je travaillais à Clinatech, du coup, il y avait un labo d'électronique avec les électroniciens et un labo de robotique avec les roboticiens. Donc on a des compétences qui se rapprochent, mais c'est pas forcément les mêmes compétences. Donc moi, mon métier, c'est plus axé sur l'électronique. Donc l'électronique, maintenant, elle est présente partout de nos jours, que ce soit dans les équipements pro ou dans le grand public. C'est un métier qui est au cœur de l'innovation. L'électronique, ça intervient dans plein de secteurs différents, que ce soit, je sais pas, tout ce qui est informatique et télécom, l'aéronautique, l'automobile par exemple, ou encore le biomédical sur lequel j'ai travaillé. Et donc, c'est un métier très polyvalent, le métier d'ingénieur électronique, parce que ça regroupe plein de choses. On va par exemple, si je peux donner quelques types d'activités d'un ingénieur électronique général. Ça peut être par exemple de créer des nouveaux produits électroniques en rédigeant un cahier des charges, en concevant des schémas électroniques. Il va y avoir une phase aussi de test et de vérification de prototypes, par exemple, que ce soit un nouveau prototype ou un prototype existant. Ça peut être aussi ce qui fait partie du métier, il peut aussi y avoir le maintien d'un produit. Par exemple, si on prend un produit qui est industrialisé, il faut par exemple gérer les obsolescences composants, c'est-à-dire les composants qui deviennent obsolètes. Donc voilà, il y a toute cette gestion à faire. Ça peut être aussi des produits qui sont défaillants, du coup il faut étudier la cause du problème. Ça peut être de l'amélioration de produits en étudiant par exemple comment ajouter de nouvelles fonctions au produit, comment adapter le produit aux nouvelles normes, etc. Et il y a aussi un petit côté relationnel qui est intéressant parce que
toutes ces choses-là, en fait, on va être amené à avoir des contacts avec les usines, les clients. Bon, ça, c'est particulièrement vrai pour des projets industriels. Donc, Alors, plus particulièrement par rapport à votre projet d'exosquelette, est-ce que vous parlez tout à l'heure de Clinatech et je vous ai présenté ouais. Antoine de chez Expleo. Peut-être que vous pouvez nous parler de l'environnement, de l'origine du projet, qu'on comprenne un petit peu mieux. Oui, alors moi du coup en fait, donc, mon arrivée à Clinatech, ce fut une opportunité que j'ai eue suite à mon stage de fin d'études que j'ai effectué chez Expleo. Du coup, j'ai décroché un CDI chez Expleo, qui est donc une société de services d'ingénierie qui donc qui envoie des ingénieurs chez divers clients pour diverses missions. Et du coup, moi, on m'a fait une proposition de première mission à Clinatech que j'ai trouvé vraiment intéressante pour un jeune ingénieur, parce que c'est un projet très concret et très humain. Donc voilà, pour parler un petit peu de Clinatech plus en détail, donc Clinatech, c'est un centre biomédical qui est né d'un partenariat entre le CEA, le CHU, l'UGA et l'INSERM. Et donc, au sein de Clinatech, il y a différents projets de biomédical et notamment le projet BCI sur lequel j'ai travaillé. Donc, BCI pour Brain Computer Interface. Donc, voilà, si vous voulez plus d'infos sur ce projet-là, je pense qu'on vous partagera des liens pour aller voir un peu ce que c'est. Donc, le principe de ce projet, c'est de redonner de la mobilité à des patients tétraplégiques. Et donc, l'idée de ce projet, c'est d'utiliser des implants WIMAGINE. On les appelle les implants WIMAGINE. C'est des implants qui ont été développés à Clinatech. Et donc, ces implants-là, ils sont implantés au niveau du cerveau, au niveau du cortex moteur. L'idée de ces implants, ça va être de capter l'activité électrique du cerveau. Et donc, ces implants, ils fonctionnent également avec un terminal de communication. Donc ça, c'est le dispositif sur lequel je travaillais le plus quand j'étais à Clinatech, où j'ai eu un rôle vraiment important en électronique. Et donc, ce terminal de communication, il fait le lien entre les implants et le PC. Donc, en gros, le principe, c'est que ce terminal-là, il va alimenter les implants à distance via un casque. Et ensuite, il va y avoir un échange de données pour que les données du patient soient transmises au PC. Et ensuite, il y a toute une chaîne de logiciels de traitement de données, d'algorithmes. Et ensuite, toutes ces données-là, elles sont transformées et retranscrites au niveau de l'exosquelette. Donc voilà. Alors, vous, par rapport à cette équipe pluridisciplinaire, donc on comprend qu'il y a un patient qui a bénéficié de cet exosquelette. Je suppose qu'il y a des équipes médicales, etc. Vous, en tant que électronicien, quel était votre rôle plus particulièrement et comment est-ce que vous échangiez avec l'ensemble de ces équipes? Alors moi du coup mon rôle c'était vraiment de travailler sur le terminal de communication dont je vous ai parlé. Et du coup moi j'avais des activités variées autour de ce dispositif. Donc ça va il y avait de l'étude à faire, de la conception, de la fabrication de dispositifs, du montage, du test de cartes électroniques, de la validation de cartes. Il y avait aussi une petite partie de documentation, de recherche, de résolution de problèmes techniques, par exemple, de bugs. Il pouvait aussi y avoir des problèmes d'approvisionnement de composants, de composants qui étaient obsolètes, qu'il fallait faire évoluer sur cet appareil-là. Et voilà, la recherche diverse de nouvelles technos. Donc voilà, c'était très varié comme activité, ce qui était aussi très, très intéressant. Et quelle est la valeur ajoutée d'un ingénieur sur un tel projet par rapport à des médecins, du personnel soignant Alors, du coup, donc, par rapport à ce projet, donc,
je peux parler un peu de la dimension humaine qu'il y avait. Parce qu'en fait, dans ce projet-là, pour que le projet avance, il faut qu'il y ait des patients qui participent à l'étude, donc des patients qui vont être implantés. Donc là, il y avait un patient, il y a un patient qui vient faire des manips régulièrement à Clinatech. Et ce patient, du coup, est toujours accompagné d'une équipe médicale du CHU qui va vérifier que tout va bien. Donc, pour parler un peu du patient, c'est quelqu'un de très humain, de très curieux, qui s'intéresse vraiment au projet, qui souhaite rencontrer chaque personne du projet, dont les ingénieurs comme moi. Et c'est vraiment devenu quelqu'un qui est un membre à part entière du projet, comme s'il était devenu un chercheur. Et du coup, moi, mon rôle là-dedans, le rôle global de tous les ingénieurs sur ce projet-là, ça va être de faciliter les conditions de vie de ce patient et lui permettre, par exemple, d'avoir plus d'autonomie et de retrouver de la mobilité. Donc, par exemple, si je prends un cas concret au niveau de l'électronique, je sais que, par exemple, sur le terminal de communication qu'on vient installer derrière l'exosquelette, actuellement, on avait une liaison filaire entre le PC pour les manips et l'exosquelette. Et par exemple, une des problématiques, ça pourrait être de proposer un dispositif sans fil pour justement supprimer les câbles qui sont gênants pendant les déplacements. Ou un autre exemple, ça pourrait être aussi de, par exemple, réduire, parce que par exemple, l'exosquelette est très lourd, et si on vient réduire le poids ou la taille du dispositif de communication qu'on vient installer sur l'exosquelette, ça peut permettre d'améliorer les choses. Par rapport à votre parcours d'élève ingénieur, quelles sont les choses que vous avez apprises au cours de ce cursus, que vous avez rapidement pu utiliser ou qui vous ont servi pour ce projet d'exosquelette? Du coup, par rapport à ma formation, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est tout ce qui est rigueur de travail. Je sais que moi, j'ai fait une prépa avant mon école d'ingénieur, et du coup, ça m'a forcé un peu à avoir une bonne manière de travailler et de travailler de façon rigoureuse. Mon école, elle m'a apporté aussi pas mal de bases sur les nombreuses disciplines techniques, même si c'est surtout sur le terrain qu'on va apprendre ensuite. Après, on avait vu un peu des notions sur tout ce qui est gestion de projet, le travail d'équipe, parce qu'on a fait pas mal de projets avec plusieurs étudiants où on devait travailler ensemble pour résoudre des problématiques. Du coup, voilà, tout ce qui est... on a appris on a appris à résoudre des problèmes, à trouver des solutions, et en fait, on a appris à apprendre, quoi. Comment faire pour contourner des problèmes et comment apprendre pour s'en sortir. Et si je dois ensuite parler de quand je suis arrivé en entreprise, donc la transition, elle se fait assez naturellement, même si c'est bien différent du format scolaire. Mais il faut une certaine capacité d'adaptation quand on arrive en entreprise. Il faut être vachement curieux et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des personnes plus expérimentées pour avancer. De toute façon, c'est avec des personnes plus expérimentées qu'on gagne en compétences, hein. Il y a une espèce de phénomène de transfert de compétences entre les différentes personnes, et c'est comme ça que tout le monde progresse. Alors, si les étudiants ont d'autres questions sur ce projet, évidemment, n'hésitez pas, profitez du chat pour pouvoir les poser. Et maintenant, je vais m'adresser à Tierno. Antoine nous parle de l'exosquelette, qui est un robot parmi un ensemble d'autres robots. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les différents robots qui existent et quelles sont leurs fonctions? Ok, merci Clément. Donc tout à fait, le robot, n'est qu'une classe de robots qu'on peut rencontrer ou trouver dans différentes applications. Donc c'est une technologie relativement ancienne parce que la première utilisation en industrie des robots remonte en 1969, l'année à laquelle vous avez 26 robots soudeurs de la marque Ultimate qui ont été installés sur une ligne d'assemblage, c'est General Motors.
Et depuis, la robotique n'a cessé de se développer et se diversifier. Vous avez différentes classifications qui existent. On peut, dans un premier temps, les classer selon leur structure mécanique, en robots, série ou parallèle. Et si vous prenez les robots série qui sont les plus répandus, là également, vous avez des robots cartésiens, cylindriques, SCARA ou robots 6 axes. Il y a une autre classification qui est aussi généralement utilisée, c'est celle qui se base sur l'usage qui est fait du robot. Et selon ces critères, vous avez des robots dits industriels et les robots de service. Les robots industriels sont généralement plus polyvalents que les robots de service qui sont conçus pour une tâche spécifique. C'est à cette classe qu'appartiennent les exosquelettes, même si aujourd'hui la frontière entre robots industriels et robots de service s'estompe. Donc pour ce qui concerne les robots industriels, elles sont déployées, comme je l'ai dit, depuis les années 1969. Si nous faisons un focus sur les robots de service, on peut aussi les classer en robots de service personnel ou à usage domestique. C'est par exemple des robots aspirateurs ou les robots ludiques. Vous avez aussi des robots de service professionnel. C'est là qu'on aura les AGV, les AMR, Autonomous Mobile Robots, qui sont des robots utilisés dans la logistique. Vous avez des robots chirurgicaux et les robots pour aider à corriger des handicaps comme les exosquelettes. Donc, si nous prenons les robots de façon générale, on leur confie souvent les tâches qui sont ennuyeuses ou répétitives ou dangereuses ou délicates à exécuter par un humain. Tout ça dans l'objectif d'améliorer la sécurité et la santé des travailleurs. L'objectif, c'est d'améliorer la productivité grâce à la cadence de travail qui va être maintenue, l'amélioration de la stabilité de la production pour éviter la variabilité, donc améliorer la qualité, et tout ce qui est suppression des TMS, les troubles musculo-squelettiques. Donc, les principales applications de ces robots industriels sont généralement tout ce qui est manipulation de produits, des pick and place. Ces robots sont également utilisés dans des process, tout ce qui est soudage, assemblage, peinture, etc. Et si nous nous intéressons spécifiquement aux exosquelettes, en plus de l'usage médical, dans l'industrie aujourd'hui, notamment avec le déploiement des technologies de l'industrie 4.0, ces exosquelettes sont utilisés pour soulager les employés dans la manutention ou le déplacement des charges lourdes. Elles peuvent aussi servir à insérer professionnellement ou à réinsérer des personnes qui ont perdu l'usage d'un de leurs membres, etc. Donc voilà un peu la classification des robots et l'usage qui en est fait du point de vue industriel. Alors Jean-François, vous, quelle est la classification, quel est l'usage du projet que vous allez nous présenter? Finalement, ça rentre bien dans la définition que nous a présenté Monsieur Diallo. Bien que notre machine ne soit pas sous la forme d'un robot anthropomorphe ou d'un robot cartésien tel qu'on peut les connaître, ça rentre dans la définition puisque finalement ça réalise des tâches fastidieuses, ça évite des TMS, ça assure une qualité et une répétabilité des opérations. Donc c'est une machine robotisée. Donc ça répond à la demande, enfin à la définition en tout cas. Et alors, je crois que l'extracteur d'ADN aujourd'hui n'a pas exactement la même finalité qui était prévue au départ. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions? J'ai pas bien entendu la. Je crois que l'extracteur d'ADN aujourd'hui n'a pas tout à fait la même finalité, ou tout à fait le même usage qu'initialement prévu. Oui, c'est vrai qu'au départ, donc notre projet, on travaille pour une société dans le domaine vétérinaire
L'idée, c'est d'analyser des virus chez des animaux quand il y a des naissances. Donc on fait on leur place, on fait des prélèvements de cellules sur ces animaux, et après l'idée c'est de regarder donc les maladies que ces animaux peuvent avoir à leur naissance, et pour ça on recherche l'ADN des virus tout simplement. Et ensuite la société avec laquelle on travaille, elle a une autre société dans son groupe qui travaille dans le domaine de la santé humaine, et ils ont développé un kit de diagnostic pour le Covid. Donc du coup, par extension, on a pu vendre cette machine pour le Covid-19. Alors, un projet comme cet extracteur d'ADN dont je vous avais parlé au début, plutôt à usage donc pour les animaux, comment est-ce que via un projet comme ça, comment est-ce qu'il naît? En fait, c'est via des réseaux, des contacts, hein, bien évidemment, c'est très important dans le commerce. On travaille avec une société qui est experte dans le domaine de la biochimie, et donc ils nous ont mis en relation avec ce client dans le domaine vétérinaire, et finalement, voilà, le besoin est né comme ça, entre la mise en relation entre des spécialistes, des biologistes, des biochimistes et les professionnels de l'automatisme pour pouvoir créer ce système. Et alors justement, donc vous par rapport à ce projet, vous vous positionnez sur quelle étape du projet, ou en quelle qualité vous étiez impliqué dans ce projet? Alors, l'objectif du projet, donc on reçoit un cahier des charges, ça c'est la première base. À partir de ce cahier des charges, on fait une proposition commerciale et on essaye de proposer des solutions pour répondre aux exigences du cahier des charges. Donc ça c'est la première étape. Et à partir de là, on fait un projet clé en main, c'est-à-dire que on réalise l'ensemble du projet. Donc pour réaliser l'ensemble du projet, on a une méthodologie, donc ECUM et ISO 9001. On a un cycle en V que les ingénieurs vont certainement voir dans leur parcours pour décrire le déroulé d'un projet. Mais au préalable, avant cette étude de conception et le cycle en V, on fait des études préliminaires pour vérifier les points importants. On fait des POC aussi, des preuves de concept, pour vérifier des points clés sur le projet avant de se lancer. Donc en gros, on y va par étapes et on fait des go-no-go à chaque fois. Une fois qu'on a fait ces étapes préliminaires ou ces preuves de concept ou maquettes, on fait un premier prototype. Le premier prototype sert à vérifier l'ensemble des solutions technologiques vis-à-vis du cahier des charges. Des fois, on fait un deuxième prototype parce qu'on fait toujours des améliorations, parce que c'est plus simple de voir quand le projet est concret. Et à partir de là, on rentre dans la phase d'industrialisation, où là, on cherche les gains de production, les gains matière, les gains sur le coût des approvisionnements, de manière à être compétitif sur l'industrialisation du projet. Et est-ce que vous pouvez nous décrire, nous détailler la machine, comment elle Bien fonctionne? sûr, je présenterai une photo parce que c'est nettement plus simple. Néanmoins, j'ai prévu simplement une microplaque pour que tout le monde comprenne. Donc, dans cette microplaque, c'est au format SBS. C'est un format qui est standard. Il y a 96 puits à l'intérieur, donc il y a 96 patients. À l'intérieur, en fait, pardon, on a donc des solvants, une solution aqueuse. On a également des billes magnétiques à l'intérieur. L'idée, c'est de faire une lise mécanique, c'est-à-dire de casser les cellules pour que l'ADN s'accroche sur les billes magnétiques. Alors pour ça, en fait, je vous fais le mouvement à la main, mais normalement, c'est la machine qui le fait. On fait des mouvements comme ça qu'on a automatisés, donc on a étudié comment on fait le système à la main, et après on a automatisé tout ça avec des mouvements, des axes, des moteurs. Je détaillerai la solution technologique après, mais au moins j'explique le fonctionnement. Donc on fait une lise mécanique et on vient faire des mouvements comme ça de va-et-vient pour casser les cellules. Les cellules vont s'accrocher sur les billes magnétiques. Ensuite, on va descendre des aimants à l'intérieur de ces étuis, et finalement quand on va remonter, on va avoir les billes magnétiques qui vont être attachées autour de ces peignes, autour de ce peigne. Ensuite, on a un carrousel et un plateau tournant, on déplace le plateau, on vient présenter une nouvelle plaque, on descend l'ensemble, on enlève rapidement les aimants, les billes sont à l'intérieur et à nouveau, on va faire une purification. On va laver l'ADN, on fait ces étapes 3 ou 4 fois, chaque fois on descend les aimants, les puits, etc. Je vois qu'il y a une petite question. J'ai une question par rapport à la position du domaine de la mécatronique en aéronautique et automobile. Oui, alors je vais répondre juste à la fin. Donc l'idée, une fois qu'on a fait ces purifications et ces mélanges, on va faire une élution, c'est-à-dire qu'on va décrocher l'ADN des billes magnétiques par d'autres polarités de solvants.
Et une fois qu'on a décroché l'ADN, on récupère les billes sans l'ADN, on va les jeter dans une autre microplaque. Et après, cette microplaque, nous, on a fini notre étape. On a fait l'extraction de l'ADN. L'étape d'après, qui est faite sur une autre machine, c'est on prend 4 microplaques avec ce format-là, on va la mettre dans une seule microplaque au format 384, et ensuite, on va dans un thermocycleur pour amplifier l'ADN et comparer avec l'ADN du virus pour voir si le patient a le Covid ou pas. Donc nous, on fait la première étape d'extraction. Je rebondis par rapport à la question de la mécatronique. Alors nous, on est plutôt dans les sciences de la vie, la cosmétique, la chimie, un petit peu moins dans l'aéronautique et l'automobile. En tout cas, on est moins dans l'automobile, ça c'est sûr. Néanmoins, le métier de la mécatronique est indispensable. Dans l'équipe, on a des ingénieurs en mécatronique qui viennent de Polytech Savoie, qui viennent de l'ENSIL à Limoges, et qui viennent également... Alors, on a un stagiaire actuellement de Sigma. J'ai vu qu'il y en avait, il y avait des élèves de Sigma, enfin, il y en a aussi de l'ENSIL. Donc, le mécatronique, pour nous, c'est le profil idéal parce que finalement, dans notre métier de conception, on a une approche, au départ, on trouve des idées. Ensuite, on les met en forme sur CAO, sur SolidWorks, par exemple, en 3D. Ensuite, donc, on a un cycle en V de conception. En même temps, dès qu'on a fini la conception, on peut commencer l'analyse fonctionnelle et faire le manuel opérateur. Ensuite, on fait la programmation. Donc, l'ingénieur en mécatronique, il est chargé de faire la conception mécanique, mais également, il peut être chargé de faire la programmation. Donc, sur cette machine, on a un tomate programmable industriel, un API. Dans cet API, on pilote des moteurs pas à pas. On pilote aussi un bloc chauffant parce qu'il y a des réactions qui sont à température. Donc, on a PID. Donc là, les études d'automatique qu'on a pu faire servent à régler un PID. Sinon, on a des capteurs pour gérer les positions. Donc, cet automate programmable gère l'ensemble de la machine. On a développé aussi une IHM, une interface homme-machine, et pour ça, on s'est appuyé d'un ingénieur en cognitique qui a fait une approche UX design pour pouvoir faire une IHM qui soit parfaitement adaptée à l'utilisateur. Donc ça, c'est un métier, ça s'étudie, et c'est de la conception, donc c'est de la cognitique. Donc ça, c'est aussi un élément important, et on est monté en gamme grâce à cette approche cognitique UX design sur cette interface. À la fin, donc, on a une interface avec des pages HTML qui sont embarquées dans un serveur web dans l'automate, et du coup, n'importe quel PC peut se connecter à une adresse IP pour piloter la machine. On peut faire ça depuis un smartphone, puisque l'appli est responsive. Voilà pour la machine. Je peux peut-être présenter rapidement une photo de l'ensemble. Voilà, partagé. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. C'est donc, je ne sais pas Clément, on voit bien l'écran? Oui, on voit bien. Oui, oui. Ouais, ok, donc c'est la machine qui est ici. Donc on retrouve les aimants qui sont ici, le pen qui est dans son support en bas, et ensuite on a un plateau tournant sur lequel on vient présenter les microplaques pour faire les lavages et l'élution. On a un routeur Wi-Fi qui permet également de diffuser, pour se connecter à l'IHM. Voilà. J'aurai aussi des ressources sur l'exosquelette qu'Antoine m'a confié. Donc, voilà, je les partagerai avec vous à la fin. Je vous inviterai à répondre à un questionnaire et puis vous aurez accès à un drive avec quelques éléments. Dernière question sur l'extracteur d'ADN. François, pour que les étudiants que j'écoute se rendent compte, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer pour mener à bien un projet comme celui-là? Alors, les difficultés rencontrées, c'est tout d'abord la compréhension du métier du client, parce que, bien qu'en tout cas pour moi j'ai beaucoup d'expérience, que j'ai beaucoup travaillé dans les laboratoires avec des chercheurs, des chimistes et des biologistes, malgré tout, il faut comprendre le métier du client. Donc ça, c'est pas forcément simple. On se fait accompagner d'experts, comme la société de biochimie avec laquelle on a travaillé en amont sur le sujet. Donc ça, c'est une difficulté, c'est la compréhension du besoin. Mais comme l'a dit tout à l'heure justement Antoine, on est formé pour trouver des solutions à des projets et des problèmes que l'on ne connaît pas au préalable. Donc ça, c'est l'adaptabilité de l'équipe avec un chef de projet, un automaticien, un mécanicien et bien évidemment à l'INSA, on recrute également des ingénieurs en électricité
pour faire toutes les études électriques de ce système. Une autre difficulté, c'est l'aspect financier. On a une compétition par rapport au marché chinois. C'est difficile de se positionner, mais l'avantage, c'est que c'est du Made in France, fait par des ingénieurs français, fait par des sous-traitants de proximité. Et donc, voilà, on s'adresse au pied des marchés publics et ils ont une sensibilité par rapport aux équipements français. Et voilà, on arrive à tirer notre épingle du jeu comme ça. Vous êtes combien sur ce projet? Sur ce projet, on est justement 3 personnes, un chef de projet qui a de l'expérience. On a un automaticien qui fait toute la partie programmation. Et ensuite, on a un mécanicien qui fait toute la conception sur SolidWorks. Faites-vous une conception en interne? Alors, la conception est faite en interne. Toutes les études, en fait, nous, on est une ingénierie, donc on fait tout le papier. On fait beaucoup de papier, bien qu'il soit dématérialisé, on fait des études. Par contre, effectivement, pour la fabrication, on sous-traite. On n'a pas vocation, nous, à usiner les pièces. Donc, cette pièce, par exemple, ici, on achète les aimants en Chine, parce que c'est des aimants en néodyme, donc c'est des spécialistes. Par contre, cette pièce-là, elle est fabriquée par une société. Donc de mécanique, on ne réalise pas le câblage non plus. Le câblage est sous-traité à une société. Voilà. On fait également le SAV de nos machines. Et on réalise le SAV de nos machines et aussi des évolutions. Il faut aussi se positionner au niveau des évolutions pour pouvoir proposer aux clients des nouveautés à chaque fois. On se remet en question pour améliorer notre machine. Alors, par rapport à ce que Jean-François, vous venez de partager avec nous sur les compétences et les connaissances nécessaires pour ce projet, est-ce que Tierno, vous pouvez nous dire sur quel autre type de projet ces mêmes compétences finalement et ces mêmes connaissances peuvent aussi permettre à quelqu'un d'évoluer, de s'impliquer? D'accord. Que ce soit le robot ou un système automatisé, ça fait appel à un certain nombre de connaissances et compétences qui viennent de différents domaines scientifiques. Ça fait appel notamment à des compétences ou connaissances en mécanique, en électricité, en automatique, en contrôle commande et surtout en programmation. Il y a une étude qui a été menée en 2018 par le MIT sur les métiers du futur. Parmi les 5 métiers, vous avez par exemple le métier de programmeur de robots qui vient en 2e position. Donc la programmation, c'est quelque chose de très important, que ce soit pour programmer les automates ou pour programmer les activités du robot. Donc si vous prenez le robot, vous pouvez vous positionner à 2 endroits, soit en amont pendant la phase de conception, et vous avez aussi des métiers qui s'intéressent à l'intégration de ce robot-là au sein d'un système de production, d'une ligne de production. Donc, pour ce qui est de la phase de conception, vous avez un certain nombre d'activités. La plupart des fabricants de robots ne réalisent pas toutes les pièces. Généralement, les pièces sont achetées, mais il faut quand même avoir des connaissances et des compétences pour pouvoir choisir les bons composants, que ce soit les différents moteurs, les capteurs ou les systèmes mécaniques, les articulations des butées à mettre en place pour améliorer, par exemple, la précision des arrêts des mouvements. Il y a aussi des études pour réduire la consommation électrique du robot, etc. Donc ça, c'est pour la phase de conception du robot. En ce qui concerne la phase d'intégration, vous avez là également des connaissances particulières, notamment comment automatiser une tâche qui était manuelle au départ. Donc, une tâche, lorsqu'elle est réalisée par un humain, elle peut être décrite d'une certaine façon. Et si cette même tâche-là doit être automatisée, il y a une phase de réingénierie de cette tâche-là qui doit être menée. Vous avez également l'étude de l'implantation du robot, parce que le robot, généralement, il est inséré dans une ligne de production. Ce robot doit interagir avec les autres équipements. Donc, vous avez là également des connaissances sur comment décider ou implanter ce robot, comment le programmer pour coordonner ces tâches avec les tâches des autres entités de la ligne.
Vous avez également pas mal de contraintes en matière de sécurité à tenir en compte. Et tout ça doit être modélisé, simulé avant, et validé avant d'être déployé concrètement. Donc là également, vous avez des compétences particulières à ce niveau-là. Si on a un peu de temps, etc., je pourrais parler un peu de l'évolution vers l'industrie 4.0 et la transition des systèmes mécatroniques classiques vers les systèmes qu'on appelle aujourd'hui des CPS, les systèmes cyberphysiques de production. Alors, il y a une question dans le chat, peut-être que l'un d'entre vous peut vous répondre. Pour ma part, j'en ai un petit peu parlé. La formation en mécatronique, ça permet de s'adapter à pas mal de compétences pour la conception d'un système automatisé ou d'un robot, parce que la mécatronique aborde à la fois les métiers de la mécanique, de l'électricité et de l'électronique. Donc, on est pluridiscipline, et donc, en tout cas, chez Equiom, c'est un profil que l'on recherche pour le service robotique de laboratoire. Et d'ailleurs, la plupart de nos ingénieurs sont issus de cette formation. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas sur le chat. Si un autre, vous vouliez ajouter quelques éléments sur l'évolution des robots? Oui, je voulais parler d'un peu d'Industrie 4.0. Je pense que c'est quelque chose dont on entend souvent parler, soit Industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Donc, le robot en lui-même, c'est un système, le robot classique, c'est un système mécatronique, c'est-à-dire c'est un système qui intègre à la fois les dimensions mécaniques, électriques et électroniques. Donc, il y a une évolution qui a été considérée comme étant la 4e révolution industrielle, c'est l'intégration des aspects communication. Ça existait pour les systèmes mécatroniques classiques, mais ce n'était qu'une option. Je prends l'exemple du robot. Un robot classique, lorsqu'il est déployé sur une ligne de production, il est prévu pour une tâche particulière et on le programme pour réaliser cette tâche-là. Lorsque vous avez une modification du produit ou de la ligne de production, ça nécessite une reprogrammation ou une réimplantation de cette ligne et de ce robot. Avec l'intégration des systèmes de communication, les IoT, les capteurs intelligents, etc., on peut y mettre une certaine flexibilité pour permettre à ces robots d'interagir avec non seulement d'autres robots qui sont installés sur la même ligne ou d'interagir avec les opérateurs. Et ça, c'est encore plus poussé lorsqu'on a les cobots ou les robots collaboratifs qui sont conçus justement pour pouvoir travailler, partager l'espace de travail avec un opérateur humain. Donc, vous avez cette évolution-là due à l'intégration de ces systèmes de communication pour apporter encore plus de flexibilité par rapport à ce qu'on avait jusqu'à maintenant avec les robots classiques. Et la robotique, c'est l'une des briques technologiques de cette industrie du futur ou l'industrie 4.0. À côté de ça, vous avez la fabrication additive, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Vous avez aussi tout ce qui est lié aux capteurs intelligents, la collecte et le traitement des données, les big data et les algorithmes d'intelligence artificielle. Vous avez également toutes les notions de jumeaux numériques ou de la continuité numérique et le jumeau numérique. Donc, l'ensemble de ces technologies aujourd'hui constituent ce qu'on appelle les technologies de l'industrie du futur, et c'est en train de révolutionner les systèmes de production avec des nouvelles possibilités, mais aussi des nouveaux défis auxquels, en tant que futur ingénieur, vous pouvez contribuer à y faire face. Alors, je crois qu'il y a une question pour Antoine. Ouais, je voulais répondre dans le chat, mais ça va être peut-être plus facile à l'oral.
Du coup, sur le projet BCI, il y a de nombreuses personnes qui travaillent dessus avec différents métiers. Moi, je peux parler au niveau technique. Donc, au niveau des ingénieurs en électronique, on était dans un labo avec 3 à 4 électroniciens. Dans le labo de robotique, il y avait 2-3 personnes également. Et après, il y avait aussi tous les ingénieurs en informatique, en traitement de données, qui s'occupent des algos. Du coup, il y a quand même pas mal de monde sur ce projet-là. C'est un projet qui commence à dater, hein, il a plus de 10 ans, donc voilà. Si je rebondis aussi sur les autres questions, nous par exemple au niveau de la conception, donc il y a pas mal de conceptions qu'on fait en interne, mais on se fait aussi accompagner par des intervenants du CEA par exemple, qui sont plus expérimentés que nous. On peut se faire accompagner par des experts, par exemple en CEM ou en sécurité électrique, parce que c'est des notions qui sont importantes. Et au niveau de la fabrication, par exemple, pour les dispositifs sur lesquels on travaille, il y a par exemple des cartes qu'on va faire sous-traiter. Et nous, par exemple, on va recevoir les cartes, les pièces, et on peut avoir un boulot de montage de produits et de vérification de produits. Et pour la question de l'impression 3D, nous aussi dans le projet, on utilisait pas mal l'impression 3D parce qu'il y avait un ingénieur mécatronique qui bossait sur la partie boîtier. Donc c'est lui qui faisait tous les designs et du coup régulièrement il nous proposait ses designs et il nous envoyait des prototypes qui étaient imprimés en 3D. Ça permet de nous rendre compte un peu de la taille du boîtier. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et je sais que Jean-François a parlé du côté financier tout à l'heure. Donc pour Clinatech, c'est un petit peu particulier pour nous parce que en fait, du coup, moi je viens d'Expléo et en fait, le projet BCI, il fonctionne grâce à un fonds de dotation. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui vont faire des dons pour le projet, pour que le projet fonctionne. Et du coup, moi, c'était du mécénat de compétences. En gros, la boîte pour laquelle je travaille, Expléo, elle met à disposition des ingénieurs pour travailler sur des projets à Clinatech. Et donc, du coup, c'est un avantage pour tout le monde, hein, parce que pour Clinatech, eh ben, on vient développer les activités grâce aux compétences de l'ingénieur. Pour le salarié comme moi qui travaille sur le projet, ça me fait une nouvelle mission. Je développe mes compétences et mes capacités d'adaptation et de gestion de projet. Et puis enfin, pour l'entreprise qui envoie ses ingénieurs, il y a un impact social qui est très positif et il y a la réputation de l'entreprise qui est renforcée, il y a une meilleure attractivité. Donc voilà, c'est un principe qui fonctionne bien. En plus, c'est sur un projet très humain, très concret. Donc pour moi, c'était un honneur de travailler pour un projet comme ça. Merci Antoine. Alors je crois que j'ai mis un lien qui ne fonctionne pas dans le chat. Donc je vais vous renvoyer ça. Normalement, ça devrait fonctionner. C'est un questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à répondre, ça nous permet de pouvoir prendre en considération vos retours. Il y a aussi des ressources que partage chacun des 3 intervenants pour aller plus loin, soit dans les projets, soit dans les compétences ou découvrir davantage l'entreprise. Et merci à tous, à vous 3 de nous avoir consacré du temps. Merci aux étudiants, et pas que. Je pense qu'il n'y a pas forcément que des étudiants d'être venus. Et j'espère à bientôt. Voilà, si l'un d'entre vous a envie de terminer ou de conclure. J'ai écrit mon recrute, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas, on recrute des ingénieurs avec des profils des écoles que j'ai vues. Donc, vous aurez toutes les informations. Voilà. On cherche des ingénieurs dans pas mal de corps de métier. Donc, que ce soit pas forcément en automatisme, dans le process industriel,
des processman, des gens qui font des études de mécanique ou tout corps d'état. Enfin voilà, on fait pas que de la robotique de laboratoire, évidemment. On est une société de 1200 personnes qui appartient à un gros groupe. Donc n'hésitez pas à regarder les informations qui seront dans le lien. Merci. Ouais, de mon côté, du coup, merci Clément pour la conférence et à tous ceux qui sont venus assister à cette conférence. Et oui, n'hésitez pas à me contacter si vous avez toute autre question. Vu que moi, je suis un profil assez jeune qui est en sortie d'école, peut-être que vous vous sentirez plus proche de moi et pour vous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. De mon côté, je vous remercie également. Si j'ai un message à transmettre, c'est le suivant. En tant qu'ingénieur, vous devez bien sûr avoir une spécialité, avoir un background technique solide. Par contre, il faut également développer votre polyvalence. La plupart aujourd'hui des produits, des problématiques, etc., sont complexes, multidisciplinaires. Donc, développer en plus de votre background, de votre spécialité, ces compétences en gestion de projet, en l'optimisation multicritères, parce qu'aujourd'hui, les critères, quel que soit le produit ou le système, il y a bien sûr les aspects économiques, mais vous avez aussi les aspects liés à la prise en compte de l'environnement, mais aussi des aspects liés à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est pas évident de trouver une solution qui puisse satisfaire toutes ces exigences-là. Donc, vous avez des compromis et un optimum à trouver parmi toutes les contraintes venant de différentes parties prenantes. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel pour votre futur métier d'ingénieur. Donc, développer votre capacité d'adaptation et votre capacité de prise de recul sur des aspects qui sont de plus en plus complexes. Merci beaucoup Tierno, puis merci beaucoup à vous trois et donc à dans 3 semaines pour le prochain rendez-vous de l'ingénierie. Et Anna, je te laisse arrêter le streaming, s'il te plaît.